Le plus gros hack de l'histoire de la crypto a eu lieu, plus de 1,4 milliard de dollars ont été dérobés. Bienvenue à toutes et à tous dans la jungle crypto, ici Zephyr et on va faire un point complet sur ce cataclysme. Mais avant ça, on va retrouver Apollo pour avoir un point de vue technique sur le marché. C'est parti. Bonjour les Taurus, ici Apollo et je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run. Avant de faire le point sur les graphiques, laissez-moi vous parler de notre tout nouveau programme de la citadelle du Nexus. Sur ces 2 dernières années, nous avons accompagné plus de 1500 personnes vers leur réussite. Des résultats déjà incroyables avec des centaines de personnes déjà financées à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars, des nouvelles victoires célébrées toutes les semaines, mais pourtant ce n'était que le début. Ce week-end, nous avons ouvert les portes de la citadelle du Nexus à nos membres. Sur le live de lancement, l'énergie était juste folle avec plus de 180 personnes en live pour l'occasion. Et finalement, qu'est-ce que la citadelle du Nexus ? Eh bien, c'est un programme sur lequel notre équipe de 25 personnes a travaillé depuis plus d'1 an et demi, jour et nuit, sans relâche. Le programme qui a pour but de professionnaliser votre trading en développant un système complet de A à Z, incluant l'analyse technique, la stratégie, l'analyse fondamentale, la gestion du risque et du capital, l'implémentation des datas, bref, tout ce qui compte vraiment. Et ce service, il a été créé sur la base de tous nos membres accompagnés et ce que l'on a créé est tout simplement au niveau au-dessus, il n'y a pas d'autre terme. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'ouverture publique de la citadelle est ce soir à 18 h et pour cet événement d'ouverture, eh bien nous offrons l'accès jusqu'à moins 60% pour les 100 premières personnes qui rejoindront la citadelle. Ça se passe directement dans le canal Telegram Trading, le lien est en description de la vidéo, donc allez-y, rejoignez le canal Telegram, activez les notifs et surtout soyez réactifs parce que ça va partir très très vite. Au plaisir de pouvoir vous accompagner dans la citadelle et on fait le point sur les graphes. Au niveau de Bitcoin en hebdomadaire, c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin. Vous voyez que, eh bien, on est venu hier valider la clôture de la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, durant laquelle on est venu chercher les deux côtés du marché. Dans un premier temps, on est venu chercher la liquidité sous le point bas de la semaine précédente, en revenant dans notre zone clé, évidemment, qui tient toujours, qui nous sert de support sur tous ces niveaux. Et on a été chercher ensuite le point haut de la semaine précédente. On est venu défoncer littéralement les deux côtés du marché, les acheteurs puis les vendeurs, et on est en train de contracter la volatilité, de consolider sur notre zone clé. Et vous voyez que si on prend un petit peu plus de recul, en fait, on se rend compte que c'est une fractale qui est en train de se mettre en place. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fractale ? Eh bien, c'est un motif qui se répète sur différentes échelles. Vous voyez que sur la semaine du 13 janvier, on a été chercher les points bas, on est venu chercher tous les vendeurs. On a ensuite créé un nouvel ATH sur ces niveaux, où on a été chercher donc, eh bien, sur la semaine du 20 janvier, les vendeurs sur ces niveaux. On a ensuite réintégré le range et on a fait exactement le même type de mouvement la semaine dernière. On peut même dire qu'on a un espèce de triangle de compression qui est en train de se mettre en place, qui ressemblerait à quelque chose comme ceci au niveau des corps des bougies. Vous voyez que plus on avance, plus on contracte la volatilité. Et ça n'indique qu'une seule chose, tout simplement une expansion à venir. Évidemment, cette expansion, elle peut partir dans les deux sens. Elle peut aussi être à la baisse. Mais pour le moment, eh bien, vous voyez bien que notre zone clé, la zone grise, elle tient très bien et elle supporte le prix. Donc le scénario que l'on va privilégier, c'est plutôt une continuation haussière. Et ce que vous devez comprendre, c'est que plus on va contracter la volatilité, plus on va consolider, plus l'expansion par la suite sera violente. Au niveau de notre cher Ethereum en hebdomadaire, la semaine dernière, on est venu valider quelque chose de magnifique. On est venu clôturer au-dessus du point haut de la semaine précédente. Et ça, c'est vraiment très bullish puisque, eh bien, avant ça, on a respecté vraiment la trendline cyclique avec les corps. Donc, pour le moment, eh bien, on est en train de consolider toujours dans cette zone-ci, entre la zone rouge qui est ici et notre trendline qui, pour l'instant, eh bien, retient le prix. Donc, pareil que sur Bitcoin, c'est vraiment la même chose. Plus on va contracter, et on peut encore contracter pendant plusieurs semaines, c'est possible, plus finalement, eh bien, l'expansion qui va suivre sera brutale. Et la probabilité la plus élevée, c'est que, évidemment, cette expansion, elle soit plutôt haussière. Évidemment, c'est pas exclu, on n'est pas à l'abri de refaire des plus bas dans cette zone-ci, ok ? Si ça arrive, eh bien, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Ce qu'on veut voir sur Ethereum, c'est déjà de venir casser cette zone-ci, venir clôturer au-dessus pour s'en servir
de support et là on pourrait voir une accélération à la hausse. Et avant que je vous laisse avec Zephyr pour le point actu sur l'écosystème, on va terminer avec le market cap des alts hors top 10. Alors, pareil que sur Ethereum et sur Bitcoin, on est en train de contracter la volatilité sur les altcoins. C'est vraiment sur l'ensemble du marché dans toute cette zone-ci. Et ça, évidemment, encore une fois, ça annonce une belle expansion par la suite. Vous voyez que la semaine dernière, on est venu là aussi faire quelque chose de particulièrement intéressant. C'est ce qu'on appelle un pattern en sweep and close. On est venu chercher la liquidité avec la mèche de la bougie sur le point bas de la semaine précédente, en venant retester le range de la semaine encore d'avant, et on est venu clôturer à l'intérieur du range de la semaine précédente. Et ça, est bien très souvent sur les marchés, ça va créer un point bas, et donc on a de fortes probabilités de partir à la hausse dans les prochaines semaines. La prochaine zone à venir chercher, ça va être celle-ci. Une fois qu'on aura clôturé au-dessus de cette zone, c'est là qu'on pourra avoir encore une fois une expansion à la hausse sur les altcoins. Les Taurus, dites-moi dans les commentaires quel altcoin de votre portefeuille vous attendez au tournant, sur quel projet vous avez le plus de conviction. J'en sélectionnerai quelques-uns et je vous ferai des analyses approfondies directement dans le canal Telegram Trading. D'ailleurs, encore une fois, pour rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Ne manquez pas l'événement de ce soir, le lancement public de la citadelle du Nexus. Je vous dis à très vite et on se retrouve tout de suite avec Zephyr pour l'actualité de l'écosystème. Merci Apollo pour ce point technique. Ici Zephyr et on va faire ensemble le tour des actualités. On commence ce tour des actus avec Michael Saylor qui nous tease un rachat de Bitcoin et qui nous partage la fameuse courbe des rachats de Bitcoin par stratégie qui a changé de nom. Et donc ici vous avez la courbe d'évolution du prix du Bitcoin en bleu en fonction du temps. Et en orange, chaque point, c'est un rachat de son entreprise stratégique, qui est actuellement le plus gros détenteur de Bitcoin qui soit. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça crée une pression acheteuse, tous ces achats de stratégie, mais également, ça crée une forte centralisation de l'offre de Bitcoin. Donc, on a toujours du pour et du contre. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que presque chaque semaine, sur les 13 dernières semaines, on a eu, il me semble, 11 annonces qui ont été suivies d'un rachat le lendemain. Donc ça a été partagé hier, probablement qu'aujourd'hui dans la journée, on va avoir une annonce de rachat par stratégie, ce qui est une bonne nouvelle. On voit qu'on a vraiment une stratégie d'accumulation la plus importante possible, comme si stratégie se préparait vraiment à faire le coup du siècle sur Bitcoin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à garder en tête. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Bybit. Bybit qui s'est fait hacker pour 1,4 milliard de dollars par Lazarus Group, qui est un groupe de hackers qui serait sous les directives de la Corée du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'attaque, ce genre vraiment de hack, ça a des répercussions dans tout l'écosystème, on va le voir. 1,5 milliard de dollars de jetons pillés, c'est vraiment une somme qui est conséquente et ça s'est passé essentiellement sur Ether. Alors ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner les grandes lignes, c'est que du coup Bybit, en fait, ils avaient un portefeuille à froid, donc un cold wallet qui détenait énormément d'Ether. Et en fait, les hackers se sont arrangés pour que, les signataires qui géraient ce portefeuille, parce que vous vous doutez que sur des montants comme ça, ce n'est pas une seule personne qui va gérer le portefeuille, mais ils vont être plusieurs à devoir signer des transactions et se mettre d'accord pour faire une opération. Et en fait, toutes les personnes qui étaient censées signer la transaction, elles ont vu la même chose. Ça se passait sur Safe. Donc Safe, c'est une entreprise qui permet justement de créer des portefeuilles avec plusieurs signataires. Et en fait, toutes les personnes qui devaient signer, elles voyaient la même transaction qui était censée être la bonne. Mais en fait, ce qu'ils signaient réellement quand ils ont validé la transaction, donc quand ils sont allés sur leur wallet, qu'ils ont ouvert la page et qu'ils ont signé, en fait, ce qu'ils voyaient, c'était vraiment toute l'apparence d'une bonne transaction, de la vraie transaction qu'ils souhaitaient faire. Ils voyaient tous la même chose. Mais en réalité, sur la blockchain, ils ont signé une transaction qui modifiait le contrat de gestion du wallet. Et au final, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené à la perte de 1,4 milliard d'Ether. Bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement conséquent. Et ça montre bien que la législation, c'est extrêmement important. Ici, on a Hilary Allen, qui est un professeur à la faculté de droit de Washington. En fait, il l'explique très bien. Il dit que les marchés déréglementés, ça semble une bonne chose, et c'est le cas pour la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on a autant de débats, que je vous fais le point dans chaque Morning Bull Run sur où en est la législation, où en est la régulation. C'est parce que pour l'instant, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore terminé. On a encore en fin de semaine dernière Coinbase et la SEC qui étaient en procès, donc ça s'est arrêté. Il y a la SEC qui a laissé tomber ses poursuites, donc une énorme victoire pour Coinbase. On a une autre nouvelle sur Coinbase qui arrive d'ailleurs, qui est vraiment intéressante, très visuelle et dont on avait déjà parlé. Mais ici, vous voyez que les marchés déréglementés, c'est toujours incroyable jusqu'à ce qu'une attaque se produise. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Et ça résume bien la situation, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché très jeune, très volatile.
mais forcément ça a des conséquences, ça a des risques. Et ce qu'il faut retenir surtout de cette histoire, les touristes, eh bien, c'est que vous détenez vos fonds sur un portefeuille à froid. Il ne faut pas détenir ces fonds sur un exchange, il y a toujours un risque. Alors en l'occurrence, Bybit est en train de recouvrer les fonds et a priori, eh bien, les fonds des utilisateurs ne sont pas mis en jeu. Mais voilà, ça aurait pu arriver, c'est arrivé sur FTX, c'est arrivé sur d'autres plateformes, c'est arrivé sur Mongox en 2014. Voilà, il y a eu beaucoup d'affaires comme ça où on a eu tout simplement des pertes de crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, ici c'est de l'Ether, demain ce sera peut-être du Solana, du Cardano, on n'en sait rien. Mais voilà, détenez vraiment vos portefeuilles sur vos propres wallets. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a d'autres plateformes d'exchange qui voient, eh bien, leur montant, leur volume en Ether augmenter à la suite de ce hack sur Bybit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, ce genre de hack, ce genre de phénomène extrêmement important, parce que là on parle quand même du plus gros hack de l'histoire crypto, eh bien ça a des répercussions dans tout l'écosystème et sur une longue durée. Donc voilà, on va voir des choses comme ça arriver pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Comme on est dans un marché aussi, les mauvaises nouvelles ont tendance à être digérées plus vite, donc peut-être que ça va se tasser assez rapidement. Mais voilà, il faut comprendre que ça c'est quelque chose qui vraiment impacte énormément l'écosystème. Donc ça m'amène à une question les touristes et je voudrais que vous preniez 5 secondes pour me dire en commentaire si vous êtes dans la crypto, eh bien quel portefeuille est-ce que vous utilisez? Et si vous n'y êtes pas encore, quel portefeuille avez-vous prévu d'utiliser? Est-ce que vous en avez plusieurs, ce qui est une possibilité? Peut-être que vous avez des hot wallets comme MetaMask, peut-être que vous avez un cold wallet comme Ledger ou Trezor. Peut-être que vous détenez tout sur les exchanges, auquel cas on vient de voir que c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc vraiment prenez 5 secondes pour déjà dans un premier temps réfléchir à votre situation en termes de sécurité de cryptoactifs, mais surtout en termes de ce que vous souhaitez et ce que vous allez mettre en place. Et donc venez me dire dans les commentaires, eh bien moi je suis sur Ledger, moi je suis sur MetaMask, moi j'utilise un Rabbi, moi je garde tout sur les exchanges, ah bah moi j'ai un peu de crypto sur MetaMask, un petit peu sur Ledger et un petit peu sur les exchanges parce que sur MetaMask, j'aime bien avoir mes activités en finance décentralisée. Sur Ledger, j'ai mes invests. Et sur les exchanges, bah, peut-être que vous avez un peu d'yield, par exemple du BNB sur Binance. Peut-être que vous avez du MX sur Maxi pour recevoir des airdrops. Voilà, plusieurs possibilités. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez choisi et on continue. Et on continue avec Arbitrum. Puisque la proposition Arbitrum a fait une proposition d'investir 7500 Ether dans des projets non natifs, donc c'est-à-dire des projets qui sont natifs de la blockchain Ethereum et non Arbitrum. Donc on retrouve par exemple Lido, Aave et Fluid. Et donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre au protocole Arbitrum de générer du rendement, donc de croître, mais ça a suscité un petit peu, pas la colère, mais un mécontentement, on va dire, de la communauté, puisque ce ne sont pas des projets qui contribuent directement au développement de la blockchain Arbitrum, même si, eh bien, Aave est disponible sur Arbitrum. Donc, moi, franchement, à titre personnel, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que Arbitrum doit chercher à se développer et à vraiment devenir plus qu'une simple Layer 2 et devenir une véritable entreprise et institution décentralisée. Je pense que c'est vraiment la place qu'elle est capable d'occuper sur le long terme. On va voir comment ça évolue, mais vous voyez que la finance décentralisée, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à prendre de plus en plus de place. Et on termine avec un visuel, on en avait déjà parlé ensemble, les touristes, Coinbase qui est en partenariat avec Aston Martin sur des Formule 1. Vous voyez, je ne vous avais pas montré les images, mais elles sont vraiment splendides. On va se la mettre en grand. Et vous le voyez, on a Coinbase qui est affiché sur des Formule 1 qui sont vraiment splendides. On a aussi Aramco, on a beaucoup de sponsors qui sont présents. Et ça, il faut comprendre que c'est du pur branding, c'est du pur marketing, puisque ça permet d'associer l'image de la marque avec l'image mentale que se font les gens quand ils regardent une Formule 1, à savoir de la puissance, de la vitesse, du succès et de la réussite. Et donc, vous voyez que de manière générale, on a de plus en plus de développement et de partenariat entre l'industrie du sport et la crypto-monnaie. C'est un petit peu ce qui est décrit dans cet article. Et notamment, eh bien, on a eu un partenariat, entre guillemets, avec Tether qui a acheté plus de 50 millions de dollars de valeur, eh bien, dans un achat de parts de la Juventus, donc qui est un club de foot italien. Et on a, encore une fois, on l'a dit, Coinbase avec Aston Martin. On a eu beaucoup d'exemples qui se développent de plus en plus. On en a vu dans le MMA aussi, par exemple. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui regardent ça et qui ont vu, eh bien, sur certaines cages, on avait vu VeChain il y a quelques temps. On a vu comme ça beaucoup de partenariats de plus en plus fréquents. Et ça montre bien qu'on a une adoption de masse qui est en train de se créer. Et pourquoi c'est important? Parce que ça crée vraiment ce biais de première approche, de première vision. Une fois qu'on a vu quelque chose, on ne le découvre plus, mais on le reconnaît. Et du coup, une personne qui a déjà entendu parler de Bitcoin, sur une page de journal où il y a 20 articles et il y a un article de Bitcoin, eh bien cette personne, elle va prêter attention à l'article Bitcoin. Alors qu'une personne qui n'en a jamais entendu parler, ça ne va pas l'intéresser, elle va probablement passer outre et ne même pas creuser le sujet. Du moins pour la plupart des personnes. Forcément, il y a des curieux, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ici, tous ces partenariats, tous ces sponsoring, ça sert vraiment à créer ce biais, ça crée vraiment
cette présence dans les esprits de « Ah ok, je l'ai déjà vu une fois ». Et du coup, ça crée un pattern de reconnaissance chez les gens. Et ça va permettre de fluidifier et de diminuer la friction lorsque les gens vont découvrir la crypto et vouloir s'y intéresser davantage. Voilà pour ce morning les Taurus. C'était Zéphyr, c'était un plaisir. Laissez-nous un like et abonnez-vous si vous ne voulez rien rater des prochains mornings puisqu'on est tous les matins ensemble toute la semaine. Et on se retrouve demain dans le prochain morning.